Voilà, de retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier, votre animateur. Il est 12h15 sous les ondes de Radio Ville-Marie. La question de la religion a refait surface il y a un peu moins d'un mois à la ville de Saguenay. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le maire Jean Tremblay voulait faire sa prière avant le conseil municipal. Et cette question-là est devenue le point de cristallisation de deux questions mal liquidées au Québec. La première question étant le rapport au passé religieux. Et la deuxième étant, qui est l'autorité compétente pour statuer sur la pratique religieuse en public? En filigrane, l'autorité judiciaire ne prend-elle pas trop de place dans nos débats, dans nos questions identitaires, dans nos questions spirituelles? Autrement dit, les juges se sont-ils substitués au pouvoir clérical et au pouvoir parental? Et n'est-il pas temps de redonner le pouvoir au peuple et à ses élus? J'ai le plaisir d'être en studio avec Mathieu Bock-Côté qui, le 16 février dernier, a publié un article dans le journal 24 heures qui s'appelait « Le gouvernement des juges ». Mathieu, bonjour. Bonjour. Je vous cite un petit peu si vous me permettez. « Je ne sais pas si la prière a sa place dans un conseil de ville, mais je suis certain d'une chose, c'est que ce n'est pas aux juges de décider à la place de nos élus de la bonne manière de trancher cette question. » La table est mise. Hein? Oui, mais je crois que c'est l'erreur en ce moment dans le débat autour de Saguenay consisterait à faire le débat sur la place de la prière ou non au conseil municipal, qui me paraît être dans les circonstances une question devenue secondaire. Pourquoi? Parce que la question la plus fondamentale qui soit en politique, en démocratie, c'est-à-dire qui décide. Oui. Mais cette question a été soulevée de manière assez brutale avec cette décision du tribunal des droits de la personne, où on nous dit finalement que les élus municipaux, non plus d'ailleurs, soit dit en passant, que les élus politiques plus généralement, ne sont en position légitime de trancher sur ces questions. Oui. Désormais, au nom d'une conception radicalisée des droits de l'homme, des droits de la personne, au nom d'une idéologie de l'antidiscrimination qui en vient à vouloir expulser du domaine public toutes les marques de culture héritées de l'histoire, de la pesanteur du passé, tout ça, eh bien, on assiste aujourd'hui à une survalorisation donc du droit, et pas du droit en soi, mais je dirais une survalorisation du droit tel que le définissent les juges, bien évidemment, une forme évidemment de gouvernement des juges qui s'impose non pas seulement au Québec, non plus qu'au Canada seulement, mais dans l'ensemble des sociétés occidentales à partir d'une censure de la souveraineté populaire, à partir d'une censure de la démocratie. Donc le véritable enjeu, selon moi, il était là. Il n'était pas de savoir si oui ou non la prière, mais qui doit décider au nom de la place d'une prière ou du crucifix au conseil municipal? Est-ce que ce sont les élus à partir de questions qui ont une portée existentielle sur la gestion de notre héritage catholique? Il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Ou inversement, est-ce que ce sont les nouveaux pouvoirs non élus, non démocratiques, mais qui se réclament de nouveaux textes sacrés que sont les chartes de droit, et à partir de ces nouveaux textes sacrés que sont les chartes, eh bien décider de reconstruire la société au grand complet sous la double autorité du juge et du bureaucrate? Alors de ce point de vue, moi je fais partie de ceux qui croient à la nécessaire revalorisation de la souveraineté populaire dans nos sociétés, dans la nôtre en particulier. Je vous disais, Mathieu Bock-Côté, en introduction, que les juges assument maintenant un rôle qui n'est pas le leur traditionnellement, en fait. Ils assument le rôle moral, presque religieux, en fait, puisque le clergé a dégringolé. On dirait que la société civile, enfin, c'est pas civile, la société en général, a jeté son dévolu, a dit maintenant c'est vous qui décidez du bien et du mal, nous on n'est pas compétents pour trancher de cela. Et vous dites non, c'est le peuple qui devrait trancher. Oui, mais je dirais, je ferai une nuance, je crois pas que ce soit la société qui a reporté l'autorité vers les juges. Je crois que là-dessus il faut être un peu plus sociologue et un peu moins philosophe. Oui. Il faut voir, je crois, qu'il y a une mutation dans les élites politiques, une mutation dans les élites plus généralement dans les sociétés occidentales. C'est quelle mutation? Une mutation, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, on assiste à une disqualification progressive de la légitimité démocratique. Parce que qu'est-ce qu'on va nous dire? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Or, le peuple, trop souvent, est victime de passions populistes. Il est xénophobe, il est homophobe, il est sexiste, il est discriminatoire, il est traversé de préjugés. Donc, à partir de cette vision très sévère qu'on fait du peuple, on se dit, quel pouvoir peut s'affranchir justement du préjugé populaire? Eh bien, à partir de là, c'est la figure du juge qui arrive. Pourquoi? Parce que le texte de droit, les chartes, généralement, sont généralement vus comme des moyens de rééduquer la population. Mais je précise la chose ainsi quand je dis que ce n'est pas la société qui se reporte vers les juges, c'est que cette judiciarisation du politique, c'est un phénomène qui est bien documenté en sciences sociales, en sciences politiques, cette judiciarisation du politique crée un profond malaise populaire. On le sent, on le voit, lorsque les juges se substituent à l'autorité politique, à l'autorité élue, à la souveraineté populaire, au principe populaire, si je puis dire, eh bien, la population gronde et manifestement critique. Il y a aussi une autre question filigrane là-dedans, Mathieu Bock-Côté, c'est que
je sais que vous êtes très critique des élites en général en Occident, donc les juges font partie de l'élite, si vous voulez. Vous disiez à un moment donné dans un article, j'oublie lequel, que les élites ne veulent pas être les élites du peuple. Elles veulent inventer la roue elles-mêmes. Oui, sans désaffilier. Ils veulent se désaffilier du peuple. C'est parce que le peuple a perdu sa notion de peuple. On parle maintenant de masse. Oh, je connais cette distinction et je ne suis pas certain que je me l'approprierais. Non? C'est-à-dire, je constate que partout en Occident... Parce que je vous interromps, mais si moi je suis de l'élite et que je ne représente même plus un peuple mais une masse, c'est évident, j'ai plus envie, c'est une masse ignare et idiote, alors je veux vraiment faire comme le roi dans Platon, là, le philosophe qui va édicter les lois et tout ça. Je ne doute pas qu'il y a la tentation du roi philosophe aujourd'hui qui soit très présente chez nos intellectuels. Ça, c'est une chose. Et aussi chez nos juges et ainsi de suite. Mais il y a un double mouvement là-dedans. C'est-à-dire, effectivement, nos élites sont persuadées de plus en plus, nos élites surtout culturelles, juridiques, intellectuelles, bureaucratiques, sont persuadées. Nos, c'est en Occident encore. Oui, dans les sociétés occidentales, je crois, là-dessus, aucune d'entre elles n'est parvenue à s'en affranchir véritablement, sauf peut-être en Suisse. Eh bien, ce qu'on voit dans les sociétés occidentales, il y a chez les élites un mépris véritablement du peuple, qui est considéré comme une masse ignare, une masse inculte. On considère, c'est ce qu'on entend, rappelez-vous le débat sur les accommodements raisonnables au Québec, où lorsque la commission Bouchard-Taylor a été créée, on a dit, enfin, on va sortir ce débat des passions populaires et on va le remettre à des grands sages qui sont plus qualifiés que nous pour être capables d'équilibrer les principes de justice, de droit et de pluralisme. Oui. Eh bien, oui, il y a cette conception, cette vision très sévère, criminalisée presque du peuple, d'une certaine manière, toujours prompt au débordement xénophobe ou populiste. Mais inversement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les populations, il y a un sentiment de révolte, si je puis dire. On le voit déjà en France avec Marine Le Pen qui... Oui, mais ça, c'est l'expression caricaturale, je crois, radicalisée, malheureuse. Moi, je me retourne plutôt vers 2005 en France, c'est-à-dire le vote sur la Constitution européenne. Ah oui. Le vote de 2005, c'est pas simplement... On l'avait refusé. Une majorité populaire, je crois 55%. Alors que 95% des éditoriaux écrits plaident pour la constitutionnalisation de l'Europe, pour une forme de fédéralisme européen, eh bien, contre l'ensemble de la classe politique, eh bien, il y a une forme de rébellion, de jacquerie, en plus que, non pas une révolution, mais une jacquerie, c'est-à-dire une rébellion populaire contre cette volonté de délégitimer le principe de souveraineté, contre cette volonté de transférer plus de souveraineté à l'extérieur du cadre national. Et face à ça, vous parlez du despotisme éclairé des juges dans votre article. Oui, mais je crois, mais ça, on le voit surtout sur des questions liées à la diversité. Oui. Vous remarquerez, la diversité, c'est la grande question qui, aujourd'hui, excite les passions intellectuelles. Et comment? Alors là, évidemment, il y a cette idée. Il y a une espèce de constat, un jugement sur l'histoire des sociétés occidentales. Elles sont, je redis les trois termes, xénophobes, sexistes, racistes. Nous sortirions tout juste d'une grande période d'intolérance, une période de grande noirceur. Finalement, la grande noirceur n'est plus une spécificité québécoise. Tant mieux. Oui, peut-être, ou malheureusement. On sombre avec tout le monde, c'est bien ça. On a une espèce de, à l'avant-garde du déclin. Mais ce qu'on peut voir à travers ça, à partir de cette vision très sévère, criminalisée finalement de l'histoire des peuples occidentaux, on a un nouvel horizon. Sartre disait, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Aujourd'hui, on dirait, la diversité ou le multiculturalisme est l'horizon indépassable de notre temps. Et à partir de cet impératif, de cette sacralisation de la diversité comme nouvelle figure du bien politique, comme nouvelle figure du juste politique, à partir de cette sacralisation de la diversité, on a le constat suivant. Le peuple n'embarque pas dans cette nouvelle religion, ce que j'ai appelé dans d'autres textes la religion multiculturaliste. Eh bien, puisque le peuple n'embarque pas, puisque le peuple n'accepte ni la dissolution de la souveraineté politique, souvent, il n'accepte certainement pas la dissolution de l'identité nationale, et plus généralement, il critique très sévèrement ce qu'on pourrait appeler l'héritage 68 art, la liquidation du principe d'autorité, la technocratisation de la vie, le relativisme ambiant. Eh bien, puisque le peuple n'embarque pas dans ce nouveau récit, le principal problème politique de nos élites est le suivant. Comment s'assurer que les préférences du peuple ne se traduisent pas en décisions politiques? Alors, autrement dit, l'objectif, c'est véritablement une censure du peuple. De délégitimer complètement. La délégitimation de la figure populaire. Alors, dans ce débat, c'est à ce moment-là qu'on peut voir, c'est le malheur en Europe, si je peux dire là-dessus. Parce que lorsqu'aucun des grands partis de gouvernement n'est prêt à assumer, justement, le principe démocratique, le principe de la souveraineté populaire, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, quelquefois, le peuple, et là, c'est l'exemple que vous donniez tantôt, va se révolter, malheureusement,
malheureusement, et le terme, il faut dire malheureusement, dans des partis qui n'ont pas toujours une pleine légitimité démocratique. Qui sont populistes. Voilà, des partis populistes, des partis quelquefois qui effectivement sont xénophobes et ainsi de suite. Alors il y a une espèce de mauvais jeu. Puis le peuple, d'une certaine manière, se révolte en s'appropriant des partis, des véhicules, des mouvements qui effectivement ne passent pas nécessairement le test de la démocratie, donc va se réfugier dans le populisme. Pourquoi? Mais parce que le principe populaire n'est plus tenu par les institutions. Hein, il y a cette espèce d'idée un peu étrange que désormais la souveraineté populaire est une idée en marge du système politique plutôt qu'être une idée fondatrice du système politique. En fait, le peuple se méfie de tout ce qui est le moindrement songé, le moindrement bien habillé, le moindrement qui pense avec sujet, verbe, complément. Ça, je dirais que ça c'est une pathologie. Oui, c'est-à-dire ça, c'est lorsque le peuple en vient. D'ailleurs, c'est le drame, hein, parce que les élites sont nécessaires en tant que telles. Oui. Le principe de la démocratie directe, populaire, en toutes circonstances, qui abolit toutes les médiations institutionnelles, n'est pas souhaitable, à mon avis. Oui. Il peut y avoir une démocratie référendaire à l'occasion, mais en tant que tel, il devrait y avoir des élites dans une société. Mais aujourd'hui, le problème de nos élites est le suivant. C'est le principe de désaffiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le cadre national, le cadre politique, les institutions de la démocratie libérale représentative sont désuètes. Au nom de la mondialisation, au nom de la diversité, au nom du grand marché mondial, au nom des enjeux globaux, au nom de l'écologie, choisissez. Eh bien, nos élites, à partir de ce système, ont souvent la volonté de se désaffilier du peuple, finalement. Donc, Je reviens à ce que je disais, c'est que le peuple est une masse ignare, et puis, quand on est de l'élite, on veut surtout pas effrayer avec ce monde-là. Moi, je ne crois pas que le peuple soit une masse ignare, mais je constate que plusieurs le croient. Et le plus bel exemple de ça, je transpose dans ce principe c'est qu'il y a je dis désaffiliation, hein. Désaffiliation. Donc aujourd'hui, on se veut membre d'une grande métropole, on se veut ou alors... Oui, on est montréalais, mais pas québécois. Voilà, on est montréalais plutôt que québécois. On appartient à la mondialisation des grandes métropoles plutôt qu'à ce vieux fond historique que sont les peuples. Mais au même moment, puisqu'on est pris à vivre dans une société, eh bien, qu'est-ce que font nos élites? Il y a une politique de rééducation qui s'engage. On le voit avec l'école notamment, le cours éthique et culture religieuse au Québec en est un exemple. Oui. C'est-à-dire, on considère que c'est un lien avec la question du gouvernement des juges. Rappelez-vous le jugement sur le Kirpan en 2006. Oui. Lorsque la Cour suprême décide d'imposer le port du kirpan dans une école, 80% des Québécois s'y opposent. Un philosophe québécois, Georges Leroux, va écrire un petit livre sur le cours éthique et culture religieuse, et il va dire, lorsque tous les jeunes Québécois, je ne le cite pas exactement, mais c'est ce qu'il dit en gros, lorsque tous les jeunes Québécois seront passés par le cours éthique et culture religieuse, ils comprendront que la décision de la Cour suprême sur le kirpan est conforme à une nouvelle définition de la démocratie à l'heure de la diversité. Donc on fait du modelage populaire, quoi, en fait. Autrement dit, justement, on se dit, le peuple laissé à lui-même a des passions qui sont malsaines et condamnables. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, premièrement, on cherche à retirer le pouvoir des mains du peuple. Donc, on donne plus de pouvoir aux juges et aux bureaucrates. Et au même moment, on a cette idée d'une forme de rééducation thérapeutique de la population. Une rééducation thérapeutique du peuple. Pourquoi? Parce que on ne veut pas donner le pouvoir à ce peuple-là. Et tant que le peuple n'aura pas connu l'évolution des mentalités, tant qu'il ne se sera pas ouvert à l'autre, tant qu'il ne se sera pas converti à la diversité, eh bien, on va se méfier du peuple. Et je dis une chose là-dessus. La démocratie, dans ce contexte, se réduit finalement à un choix des garderies à 5, 7 ou 9 dollars ou un débat sur des questions très techniques, mais les questions existentielles et fondamentales sont considérées comme étant trop importantes pour relever de la délibération publique. En un sens, le règne devient la régence, le gouvernement devient la gouvernance. Oui, mais à la limite. La démocratie est désubstantialisée, très certainement. La démocratie est désubstantialisée. La souveraineté, je parle pas de l'indépendance du Québec ici, mais la souveraineté comme principe de gouvernement, la souveraineté ne se réfère plus au principe de souveraineté populaire ou au principe de souveraineté démocratique. La souveraineté s'affranchit finalement du principe populaire. Et là, il y a un double mouvement, donc de technocratisation et de judiciarisation. Donc vous voyez, ce qu'on décrit en ce moment, c'est pas un complot ou quoi que ce soit, c'est tout simplement la mutation d'une culture politique qui s'opère sur le discrédit de la souveraineté populaire.